Mesdames et messieurs, merci. Je voudrais remercier tout particulièrement Jean-Paul Clausel de m'avoir invité à vous présenter cette présentation sur les maladies infectieuses émergentes et notamment ses rapports avec la biotechnologie. Il y a un peu plus d'un an, à l'île de la Réunion, on se posait la question, en France, on se posait la question de savoir si le chikungunya était une maladie bénigne ou pas bénigne. Dans le fond, les textbooks disaient que c'était une maladie plutôt bénigne, qui donnait des fièvres et des arthralgies sans évolution fatale. Et une étude qui a été menée d'ailleurs par Michel Sedbon, qui est un sociologue du CNRS spécialisé sur la sociologie du risque, auprès d'une population représentative de l'île de la Réunion, montrait que la médiane de perception du risque dans la population était très élevée. Ici, c'est 8, c'est-à-dire dans les risques considérés par la population à cette époque-là, en pleine période épidémique, comme quelque chose qui était finalement pas si anodin que cela. L'île de la Réunion, dans l'océan Indien, c'est 785 000 habitants. Et pourquoi la perception du public a été si en décalage peut-être avec celle qu'on pouvait avoir en métropole, c'est que la presse se faisait l'écho d'un certain nombre de complications gravissimes chez par exemple ce nouveau-né qui était atteint d'une toxidermie bulleuse dont on a pu détecter dans les bulles d'ailleurs du virus de chikungunya. C'est parce que, alors est-ce que c'était une grippe comme il a été dit, une simple grippe qui passait sur l'île de la Réunion, eh bien, ça a été 266 000 cas, c'est-à-dire 40% de la population. Donc peut-être que oui, en effet, une sorte de grippe pandémique pourrait faire 40% de taux d'attaque dans une population entièrement susceptible, comme ça a été le cas à l'île de la Réunion. Avec une mortalité, comment dire, nous les épidémiologistes, on dit une mortalité en excès. Ce qui n'est pas exactement ce que les médecins appellent une mortalité attribuable. Il n'y a pas eu 255 décès où les médecins ont pu certifier que le chikungunya était la cause. Bien sûr, il y a eu des décès pour lesquels le chikungunya a été la cause. Il y a eu des encéphalopathies avec prélèvement dans le liquide céphalorachidien de virus chikungunya et où l'on peut dire que le virus a tué. Ça a été probablement assez rarissime. Mais il y a eu 255 certificats de décès de personnes qui ont succombé avec le chikungunya. Et lorsque l'on regarde, nous, on appelle ça la mortalité en excès, lorsque l'on regarde exactement comme on l'a fait pour la canicule, ou comme on le fait pour la grippe d'ailleurs, lorsqu'on le regarde ce que aurait été la mortalité en l'absence d'épidémie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a en effet une mortalité attribuable en excès de l'ordre de 1 cas pour 1000, ce qui, rapporté à l'échelle de la France métropolitaine, ferait 24 000 décès, et ce qui devient en effet quelque chose qui est, même pour une grippe banale, c'est la mortalité de la grippe, 1 pour 1000, devient, lorsqu'elle frappe 40% de la population, une pathologie grave, en termes en tout cas de santé publique. Il y a eu 40 transmissions néonatales. 2%, 4% des cas ont été hospitalisés, un faible pourcentage, comme ça l'est pour la grippe d'ailleurs, avec un service complètement saturé, 247 cas en réanimation, 63 décès, donc une perception locale d'une pathologie très grave. Les différences avec la grippe existent malgré tout. On voit mal ici l'échelle d'âge, c'est la distribution d'âge du décès attribuable au chikungunya, et pour la grippe, on aurait ici le mode de la distribution, c'est-à-dire qu'au-delà de 90 ans, on a l'ensemble quasiment de la mortalité par grippe. Je parle de la grippe saisonnière. Et ici, la médiane était plutôt de l'ordre de 80 ans. Donc là, c'est encore un cas d'enfants atteints. Des transmissions néonatales n'avaient pas été décrites dans la littérature jusqu'à présent. Donc le chikungunya, je vais le prendre aujourd'hui comme quelque chose qui pourrait être vu comme un modèle intéressant de l'étude d'une maladie émergente. Pas très loin de ce que pourrait faire, en effet, une pandémie, en tout cas une pandémie classique. Celle de 1968 avait un taux de mortalité qui était pas beaucoup supérieur à celui de la mortalité liée à la grippe saisonnière. Là, c'est une arbovirose, une virose transmise par un moustique, Aedes.
Égyptie, presque partout dans le monde, Albopictus à l'île de la Réunion. C'est une maladie que l'on voit rarement sévère finalement, mais qui touche une grande proportion de la population, dans une région très développée où elle a été l'écho de cette, je dirais, crise à la fois sanitaire mais aussi médiatique et politique, ce qui n'a pas été le cas dans les autres pays voisins qui ont subi les mêmes taux d'attaque et même des taux beaucoup plus élevés, puisque à la Grande Comore, les CDC d'Atlanta ont pu mener une étude de séroprévalence qui ont montré un taux d'attaque de plus de 63%, et au Kenya de 75%. Donc c'est un modèle que nous allons voir. Je ne vais pas traiter toutes les maladies émergentes et en faire un catalogue, je vais rester sur ce modèle qui nous est très présent à l'esprit et très récent. L'histoire naturelle, on a pu rapidement la reconstituer à une incubation moyenne de 3 jours, des signes cliniques d'apparition très brutale, présentant chez tout le monde des arthralgies et de la fièvre, souvent très élevée, assez fréquemment un rash cutané et des céphalées, des érosions buccales. La plupart du temps, tout se résout spontanément en 7 jours, en fait en 5 jours en moyenne. Les IgM augmentent dès le 4e jour, les IgG dès le 15e jour, et des RT-PCR, c'est-à-dire l'ARN viral, est détectable avant le début des signes cliniques jusqu'au 5e jour. Alors, une première controverse dont je voudrais parler a été la controverse des 2 vagues. Regardez, en fait, je vous ai parlé essentiellement de cette grande vague épidémique qui a concerné jusqu'à un peu plus de 45 000 cas par semaine à l'île de la Réunion en 2006, en février 2006 d'ailleurs, mais il y avait une petite vaguelette en 2005 qui est passée à peu près inaperçue. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a 2 vagues comme ça? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu ces 2 vagues? Pourquoi est-ce que cette épidémie n'a pas été aussi importante? On est ici un petit peu plus tard dans l'été austral, ce qu'on appelle notre hiver ici. On est plutôt au mois de mars-avril. Mais malgré tout, pourquoi on n'a pas cette vague épidémique? Alors, les virologues de l'Institut Pasteur ont séquencé 92 séquences de 89 patients, venant d'ailleurs de Madagascar, des Seychelles, de la Réunion pour une grande partie, et de Mayotte aussi, et ont pu montrer qu'il y avait eu une mutation du virus entre les séquences prélevées avant, dans la première vague de mars à juin 2005, et dans la seconde vague de septembre à décembre 2006, de janvier à mars 2006. À partir de septembre, donc au moment du passage à la deuxième vague, ils ont montré une mutation et ils ont suggéré que cette mutation pouvait être à l'origine de la différence des 2 vagues. Et les épidémiologistes ont une autre interprétation. Alors nous disons que nous n'avons pas besoin d'une mutation, nous remettons évidemment pas du tout en cause le fait qu'il y ait une mutation de virus sur un virus ARN qui est de toute façon hautement mutant, mais nous voulons dire qu'il n'y a pas de raison nécessaire, il n'y a pas de nécessité à expliquer ces 2 vagues par une mutation de virus. En effet, si vous déployez cette courbe sur une échelle logarithmique, vous voyez à ce moment-là que la pente de la courbe épidémique de la première vague, qui était passée inaperçue, le fait est, était de même nature en fait que la pente épidémique de la deuxième courbe. On a une pente qui est exponentielle et qui a vraiment les mêmes paramètres. Nous appelons un paramètre qui, pour nous, est un peu l'échelle de Richter des maladies transmissibles, ça s'appelle le taux de reproduction, R. Taux de reproduction, ça se comprend très facilement pour un clinicien et pour tout un chacun, c'est combien de personnes contaminent une personne infectée. Alors quand il y a un moustique, évidemment, c'est via les moustiques, mais malgré tout, vous avez une personne infectée et vous regardez combien dans l'entourage il va y avoir de personnes infectées par le même virus. Eh bien, ce taux, il peut se déduire mathématiquement, par un peu d'épidémiologie théorique, simplement en faisant une bonne intégration de la courbe exponentielle de démarrage. Ça s'appelle le taux de reproduction de base. Et ça caractérise les virus. Par exemple, la maladie, le séisme majeur dans le domaine des maladies transmissibles, c'est la rougeole. Un cas de rougeole dans une maternelle donne 20 cas secondaires. Le taux de reproduction de base est de 20. Eh bien, le taux de reproduction de base pour la grippe, c'est de 2, un peu inférieur à 2. C'est pas énorme. Quand on a la grippe, y compris la grippe pandémique qui va peut-être arriver un jour, eh bien, une personne contaminera 2 personnes dans un avion, dans un amphithéâtre, etc. Si tout le monde est susceptible, si personne n'est vacciné, bien entendu. Eh bien, pour le SRAS, c'était 3. Pour le chikungunya, nous avons pu démontrer qu'il était de 3, entre 3 et 4 en fait, et que
ce taux était le même que ce soit pour la première vague que pour la deuxième vague. On a donc affaire au même type de virus, au même type de maladie. Alors pourquoi petite vague et grande vague? Eh bien, quand vous partez de quelques personnes, peut-être 1 ou 2 cas index, qui débarquent sur l'île de la Réunion et qui est infecté, dans un terreau extrêmement fertile, on pourrait presque dire l'allumette sur la botte de foin, elle va s'enflammer. Elle va s'enflammer, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des moustiques, il y a l'Aedes albopictus sur l'île de la Réunion, d'ailleurs depuis des siècles il y est, et cet Aedes est un bon porteur du virus, et il va contaminer d'autres personnes. Et il va le contaminer avec ce taux de 4. Et quand vous partez de 1, ben vous pouvez multiplier, mais vous n'arrivez pas à monter aussi rapidement que ça avant que l'hiver refroidisse les choses. Et l'hiver ne refroidit pas tout complètement, il laisse 100 cas par semaine, tout l'hiver, juillet, août, il va y avoir 100 cas par semaine. Et quand vous partez de 100, avec un taux de 4, 100, 400, 700, etc., vous allez remonter à 75 000 sans grande difficulté. Alors, l'autre chose que nous apporte l'épidémiologie théorique, c'est si vous dites qu'il y a un taux de 4, vous pouvez vous dire qu'il va y avoir 75% de la population contaminée, si vous ne faites rien. Et donc, on était à peu près 25% de la population contaminée lorsque l'on s'est dit il y a un danger majeur que ce soit 75% de la population qui soit contaminée avec 1 pour 1000 décès, etc. Alors, le film, on a pu le reconstituer. Tout a démarré au Kenya en juin 2004. Au Kenya, où le KEMRI d'ailleurs a fait une très bonne étude de séroprévalence, à Lamu et Mombasa, 2 villes côtières, on a pu voir 75% de la population contaminée par le virus chikungunya. La même souche est arrivée aux Comores, 63% de contaminés, sans rien faire. On retombe vraiment dans, je dirais, ce que l'épidémiologie théorique avait annoncé. Et le virus débarque à Mayotte, où il y a des liens. Mayotte est, vous savez, une des Comores, une des 4 Comores qui a demandé son rattachement à la France en 1977, et qui a des contacts extrêmement fréquents avec l'ensemble de la région comorienne, et qui donc a vu débarquer très rapidement le virus, et qui s'est contenu à 40%. Aux Seychelles, on n'a pas d'études de séroprévalence. À La Réunion, en avril 2005, on aura en tout, à la fin de l'épidémie, 38%. Aujourd'hui, on est à 38% de séroprévalence cumulée. Et elle arrive à Maurice, à Rodrigue, pour des raisons, notamment aussi des raisons d'ordre d'impact économique sur l'économie du pays, n'a pas mené d'études de séroprévalence. À Madagascar, nous n'avons pas d'études de séroprévalence pour des raisons probablement de développement et de pauvreté. Le virus, chose plus inquiétante, le même virus est arrivé en Inde, qui n'avait pas connu depuis 32 ans des épidémies de chikungunya, est arrivé en Inde, c'est la même souche qui a pu être identifiée en octobre 2005, faisant les mêmes ravages, je dirais, que sur l'île de la Réunion, c'est-à-dire une épidémie très très importante, plusieurs millions de cas, plusieurs décès 86 décès ont été recensés dans l'état du Kerala, qui a un bon système de vigilance. On sait qu'il est arrivé en Malaisie, en Indonésie, au Sri Lanka, avec de fortes épidémies, assez récemment aux Maldives. L'Aedes albopictus, c'était un moustique qui était confiné dans 3 zones du monde. On l'appelait le moustique tigré d'Asie parce qu'on le connaissait surtout dans la mer du Japon. Et il était, en revanche, on le sait aujourd'hui, cette souche de moustique était à l'île de la Réunion, dans cette région du monde. Mais le commerce des pneus notamment, qui hébergent très bien les larves séchées de ces moustiques et qui permettent, lorsqu'ils sont déposés dans des endroits favorable à leur éclosion, de redémarrer, a permis la diffusion dans presque l'ensemble du monde, on va dire, y compris en France, en Europe méditerranéenne, dans tous les États-Unis et dans toute la Caraïbe et la Guyane, de ce moustique qui s'avère un excellent porteur de la dengue, du chikungunya, de la fièvre jaune. Alors, en Europe, où on sait qu'à Rome, par exemple, il y a beaucoup de ce moustique, Aedes albopictus. En août dernier, la Corse a été envahie par le moustique. Menton, on a repéré l'arrivée du moustique, d'ailleurs probablement par simplement des moustiques qui sont baladés en voiture avec ces moustiques très très domestiques. Ils ont de tout petits rayons d'action. Ils sont très proches de l'homme et ils viennent piquer l'homme. C'est la femelle qui pique l'homme uniquement d'ailleurs pour pondre ses œufs. Elle a besoin d'un supplément protéique. Elle a besoin pas de l'homme seulement, de n'importe quel vertébré. On a pu remarquer à La Réunion que 1500 espèces animales ont été testées et ont été très très nombreusement positives. De nombreux cas de chikungunya, ça a été une petite inquiétude, de petits motifs d'inquiétude, sont arrivés en Europe, mais c'est des cas importés. Nulle part, pour l'instant, de cas autochtones, à part un en France, à Nîmes, n'a été détecté. Alors,
ce qui nous était demandé, c'était de coordonner les recherches sur le chikungunya pour essayer d'apporter des réponses, et peut-être des réponses rapides. Alors, d'abord, il y avait des problèmes de kits diagnostiques. Il faut des kits diagnostiques pour pouvoir faire des sérologies en nombre, des séruprévalences, etc. Il faut des traitements. Alors, on se trouve en février et on vous dit, attention, vous allez peut-être avoir une nouvelle vague qui va revenir en 2007. Et ça peut être une vague aussi importante, puisqu'on est à 40%, il va peut-être y avoir à nouveau 30% encore en 2007. Donc il faudrait essayer d'avoir des médicaments. Donc la stratégie qu'on s'était dite, c'était, on n'a pas le temps, en un an, d'imaginer simplement proposer des médicaments que l'on développerait de nouveau. Il faut bien 10 ans pour développer des nouveaux médicaments. Alors, ce que l'on pourrait imaginer, c'est une stratégie d'utiliser des médicaments déjà sur le marché et de regarder si des médicaments déjà sur le marché pourraient avoir une efficacité antivirale. On va voir cela. Ensuite, la recherche de nouveaux antiviraux pourrait démarrer parce qu'on est peut-être à l'aube d'une sorte de pandémie du chikungunya. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez aujourd'hui de recherche sur toutes ces maladies émergentes. Demain, ce sera la fièvre de la vallée du Rift. Après-demain, ce sera le West Nile. Dans je ne sais combien de temps, ce sera une grippe nouvelle, etc. Il faut des recherches sur les antiviraux. Des traitements immunologiques sont très connus, les sérums de convalescents, où on prend des immunoglobulines polyclonales. Mais dans le fond, aujourd'hui, on a le recours aux biotechnologies, aux anticorps monoclonaux. L'étude de vaccins, on verra pas, parce qu'on n'aura pas le temps, mais il y a des vaccins. Il y a un vaccin, notamment pour le chikungunya, qui a été développé par l'armée américaine et qui n'a pas été terminé, dont on pouvait terminer le développement, dont on termine actuellement le développement. On peut aussi s'intéresser à des vaccins chimériques par technique par biotechnologie. Et puis, dans la lutte antivectorielle aussi, bien sûr, il y a les insecticides, adulticides, larvicides, mais il y a toutes des techniques, notamment faisant intervenir des insectes génétiquement modifiés, des techniques de mâles stériles, etc., qui sont extrêmement intéressantes. Il y a des essais qui sont en cours au Soudan, il y a des essais qui sont en cours à Tahiti en ce moment, par exemple de mâles par infection sexuellement transmissible, si je puis dire. Le mâle infecte la femelle, qui la rend stérile et qui fait qu'elle ne peut plus, à ce moment-là, pondre d'œufs et piquer des hommes. C'est toujours des mâles que on s'intéresse toujours à des lâchers de mâles, car le mâle ne pique pas le vertébré. Donc il ne risque pas de diffuser ou d'augmenter la diffusion de la maladie. Je vais passer rapidement sur la séroprévalence pour dire quand même que l'intérêt d'une étude de séroprévalence en cours, très très rapide, menée sur des sérums déjà prélevés, notamment ces sérums qui en France sont obligatoirement prélevés chez toutes les femmes enceintes pour la toxoplasmose. On a pris un tout petit alico chez ces prélèvements congelés, et on a pu tout de suite s'apercevoir que la veille sanitaire apportait des données qui étaient conformes au taux d'attaque de la séroprévalence, ce qui n'était pas évident. Il était possible qu'il y ait, par exemple, un grand nombre d'asymptomatiques et que finalement, en arrivant à la 7e semaine du mois de l'année 2006, c'est-à-dire au milieu du mois de février, si on avait eu 75% de séroprévalence, c'est-à-dire de taux d'attaque de gens immunisés, on aurait pu dire à ce moment-là, l'histoire est derrière nous. Malheureusement, on a pu s'apercevoir qu'avec 25%, l'histoire n'était pas derrière nous. Je voudrais raconter cette petite histoire de la chloroquine. La chloroquine, donc, c'est un des médicaments qu'on a testé. On en a demandé 150 au laboratoire pharmaceutique. Ils ont envoyé à l'AFSAPS 150 échantillons multipliés par 4 ou 5 pour tous les laboratoires qui le demandaient. Évidemment, le laboratoire agréé qui pouvait, en laboratoire P3, faire pousser du virus de chikungunya en milieu sécurisé. Et donc, de façon à tester le pouvoir inhibiteur sur les cellules infectées, donc ça s'appelle ex vivo, in cellulo, on pourrait presque dire, du virus du chikungunya. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais ces cellules infectées sont vertes, et lorsqu'elles ne le sont plus infectées, eh bien, elles sont de couleur rouge. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que la chloroquine a un pouvoir, la nivaquine, autrement dit, a un pouvoir ex vivo assez important d'inhibition de la réplication. La chloroquine, c'est un médicament qui est très connu, qui est commercialisé depuis très longtemps, qui est très utilisé dans les pays tropicaux en cas de fièvre. D'ailleurs, il y avait une forte utilisation, je dirais, locale de la chloroquine déjà, sans essai. Et donc, on se disait que peut-être il y avait ici le moyen d'avoir un médicament qui pourrait être utile. On a monté extrêmement rapidement un essai, puisqu'on était encore dans la première épidémie, qu'on a pu, sans compresser les délais éthiques, on a pu avoir rapidement un essai mis en place qui portait sur 250 patients. En fait, on s'est arrêté à 75 patients, puisque l'épidémie de chikungunya s'est résolue complètement désormais. Entre-temps, le macaque est apparu un excellent modèle animal, le macaque de l'île Maurice,
est apparu un très bon modèle animal avec une virémie montant de la même façon en 5 jours que la virémie chez l'homme, avec des taux de plaquettes et de leucocytes très voisins en termes de cinétique de ceux qu'on observait chez l'homme, avec une fièvre et des arthralgies fugaces détectables également, des éruptions également, donc un modèle ressemblant beaucoup à l'homme, ce qui nous a donné l'idée de tenter, puisqu'on ne pouvait pas terminer l'essai, je dirais, faute de chikungunya, on s'est dit, en animalerie sécurisée, à Fontenay-aux-Roses, au CEA, on a la possibilité de faire cet essai chez le macaque, à qui on pourrait faire des injections de chloroquine, d'une part, et d'autre part, l'exposer au virus du chikungunya. Le résultat est décevant, puisque ici, vous avez la courbe jaune et sous placebo, la courbe verte, c'est 2 dosages de chloroquine. On s'aperçoit que la virémie est identique, que vous soyez sous chloroquine ou pas sous chloroquine. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant de faire ça chez l'homme? C'est curieux de faire l'essai. On n'avait pas de modèle animal. Le modèle animal est arrivé au mois d'août. Au mois d'août, on a disposé d'un modèle animal dont on a su qu'il était un bon modèle animal. En revanche, on a fait l'essai clinique, puisque c'était un médicament déjà mis sur le marché et qu'il n'y avait pas de nécessité de refaire des essais cliniques, précliniques. Donc l'essai préclinique ici est un essai, curieusement, d'efficacité et qui montre, je crois, et qui clôt le chapitre de la chloroquine. Ce qui est utile parce que la chloroquine était très utilisée. On sait que la chloroquine a un effet antipyrétique, connu d'ailleurs, retrouvé chez le macaque également, mais la chloroquine, on sait qu'elle est un des produits potentiellement dangereux quand il est mal utilisé, en surdosage notamment, et donc autant dire à tout le monde que la chloroquine ne sert à rien, même si nous aurions tous préféré dire qu'elle était utile. Mes 2 dernières diapositives seront sur les anticorps monoclonaux. Dans le fond, aujourd'hui, 30% des médicaments, enfin en 2002, aujourd'hui ça doit être encore plus je pense, mais 30% des médicaments qui ont été approuvés en 2002 étaient des anticorps monoclonaux ou des protéines recombinantes. Donc les biotechnologies ont vraiment une part importante, ne serait-ce que par ces 2 types de produits. Et on pense d'ailleurs que ce sera en 2010, mais là peut-être qu'il y a plus d'experts que moi dans la salle pour me contredire, mais que plus de 90% des revenus des biotechnologies seront dans ces 2 catégories de produits. En tout cas, il y a 3 générations d'anticorps monoclonaux, les anticorps chimériques à partir notamment de souris, les anticorps humanisés mais qui donnent toujours des réactions immunitaires potentielles et potentiellement graves qu'on n'aime pas trop, et maintenant des anticorps humains, complètement humains et clonés. Par exemple, nous avons cloné 3 anticorps neutralisants contre le chikungunya, contre le virus chikungunya, à partir de lymphocytes d'une personne volontaire de La Réunion qui avait eu un chikungunya 3 mois auparavant. Et ces anticorps sont très prometteurs, au moins ex vivo. On va les tester désormais chez le macaque et on les mettrait éventuellement à disposition dans le cadre d'un essai clinique par la suite. Les vaccins chimériques, ça consiste à attacher une partie du virus, par exemple du chikungunya, qui déclenche, mais de n'importe quel virus, qui déclenche une immunité, mais qui n'est pas pathogène. Et comment on isole cette partie de virus? Eh bien, par des anticorps monoclonaux. Alors, que doit-on faire pour être assez systématique? Eh bien, il faut faire 2 choses. Il faut faire un orphéome et puis après un interactome. L'orphéome, vous savez, c'est de cloner toutes les séquences codantes du virus du chikungunya, ce qui a été fait. Et à partir de cela, de cloner dans des vecteurs ces séquences codantes pour qu'elles produisent des protéines recombinantes qui sont toutes les protéines du virus chikungunya. Et on peut étiqueter ces protéines par des anticorps monoclonaux et les tracer, et ainsi les offrir à la communauté scientifique pour qu'ils puissent regarder chez le mammifère, dans tel ou tel organe, les cibles du produit. Et on peut ainsi faire l'interactome, c'est-à-dire la cartographie de toutes les interactions entre les protéines virus produites par l'orphéome vis-à-vis de l'autre, les interactions protéines virales. Cela permet de susciter, de favoriser la recherche fondamentale. Il faut absolument que ces orphéomes et ces interactomes soient libres d'accès, libres de tout droit, pour que les gens puissent travailler à cette recherche fondamentale, à l'identification de cibles thérapeutiques. Je parle de l'exemple du chikungunya, il s'adapte exactement pareil pour la grippe aviaire ou pour le SRAS ou les autres pathologies dont nous avons parlé. C'est évidemment très intéressant aussi pour détecter les facteurs de susceptibilité ou de résistance de l'hôte aux maladies graves. Ma diapositive de conclusion
c'est cette diapositive. C'est-à-dire que c'est la cellule de recherche, de coordination des recherches au chikungunya. Eh bien, c'est Didier Fonteny, qui est un entomologiste de l'Institut de recherche et développement. Marianne Sanker, qui est médecin inspecteur de santé publique à Mayotte. C'est Vincent Lotto, qui a fait notamment les orphéomes et les interactomes, qui est directeur de recherche en immunologie à l'INSERM. C'est Sophie Journeau, qui est médecin généraliste à l'île de la Réunion. François Favier, qui est épidémiologiste à l'île de la Réunion. Michel Sedbon, qui est sociologue au CNRS et qui a fait notamment les enquêtes dont j'ai parlé. C'est Xavier de Lamballerie, qui est le virologue de Marseille à l'hôpital de la Timone. C'est Christophe Poppy, qui est entomologiste. C'est Véronique Boisson, qui est clinicienne, réanimatrice. C'est Gilles Aumont, qui est vétérinaire, enfin qui est directeur de la santé animale à l'INRA, plus exactement, et qui notamment a suggéré toutes les études chez l'animal. Et aussi Bernard-Alex Gahuzer, qui est réanimateur à l'île de la Réunion, et puis l'ancien président de l'Université de la Réunion, qui est Patrick Hervé. Voilà, je vous remercie de votre attention.